Bonsoir, oui. Vous allez bien? Oui, ça va, merci beaucoup. Ça va aussi. Donc, selon vous, Patrice Talon, en 2021, a pris le pouvoir par la force en tuant des Béninois, c'est bien ça? Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la réalité. C'est pas moi qui le dis. Les faits sont là, non? Les faits sont là. Oui, les faits sont là. Il y a eu des rapports indépendants qui ont fait même le nombre de morts qu'on a eu en 2021. Donc, pour moi, quand on prend les armes pour prendre le pouvoir, on n'est pas un président légitime. Encore qu'en 2021, il était dans l'illégalité quand il a organisé les élections parce que il s'est octroyé de façon illégale et 45 jours. Ça aussi, il n'y a rien de légalité en ce niveau, de légitimité. Donc, tout était faux. Depuis 2021, le Bénin est dans un vide juridique. Donc, tout ce qu'il a pris comme engagement, c'est assez resté péril. Ok, vous pouvez y aller, monsieur, vous pouvez donner votre point de vue. Ça ne me pose aucun problème ici. Alors, j'aime suivre en fait les gens. D'accord? J'aime suivre les gens. Et après tout, je suis béninois. Je ne permettrai jamais, d'accord, que ce soit disant poutiste en fait, disent n'importe quoi sur le Bénin. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec un pouvoir, ce n'est pas parce que nous ne partageons pas les idéaux du pouvoir en place là, que nous allons valider les discrédits, que nous allons valider les balivernes que quelqu'un se lève et dit sur notre pays. Ce n'est pas possible en fait. Après tout, il faut être patriote. Je veux dire que le Burkina Faso aujourd'hui a décidé d'avoir des relations avec qui il veut. Le Niger a choisi également ses partenaires. Le Mali l'a également fait. Chaque pays est indépendant et doit également avoir cette possibilité de parler avec qui il veut, d'avoir des relations avec qui il veut sur son territoire. Le Niger peut garder ses frontières fermées 100 ans, 1000 ans. Ça n'aura pas d'impact sur l'économie béninoise. Les faits sont là, c'est une réalité. Les chiffres parlent mieux en fait que ces paroles qui ne disent absolument même rien. Et aujourd'hui, c'est l'économie nigérienne en fait qui est en train de souffrir. Allez vous renseigner. Les financiers sont également là. Allez vous renseigner, vous verrez que l'économie nigérienne a reculé de ouf. Quand bien même, ils se disaient que c'est la France qui pillait en fait leurs ressources. Qui pillait leur je ne sais quoi, leur ci, leur ça. C'est bien de choisir ses partenaires, mais aucun pays ne peut vivre dans l'autarcie. Oui, monsieur Lebon, oui, je vous suis. Oui, j'ai une question pour vous. Vous avez dit que la fermeture des frontières n'a aucun impact sur l'économie béninoise. Mais la contribution, oui, juste un instant, je vais vous poser une question, vous allez continuer. La contribution on va dire, du Niger à l'économie béninoise, comment le Bénin a compensé ça? Est-ce que vous le savez? Parce que c'est quand même un manque à gagner. Comment le Bénin a compensé ça? Je ne sais pas comment le Bénin a compensé. Me l'a dit quoi alors? Donc, pour compenser ça, le Bénin s'est abonné au service de l'endettement. Donc, on a remplacé ça, on s'est abonné au service de l'endettement. Vous êtes sérieux? Oui, mais non, c'est pour ça que je vous ai posé la question d'abord. Est-ce que en temps, le Bénin a découvert le pétrole, l'or, pour pouvoir compenser ce manque à gagner? Ou qu'est-ce qu'on a créé? Qu'est-ce que le ministre des Finances, qu'est-ce que l'État béninois a créé pour pouvoir compenser ce manque à gagner? Si vous le savez, partagez avec nous. Monsieur Biafrika, monsieur Biafrika, je suis un pur produit de la finance, d'accord? Je vous explique quelque chose, d'accord? Quand on parle d'économie d'un pays là, d'accord? On ne parle pas des ressources générées par les mines, des ressources générées par les ressources financières générées
pas les ressources naturelles du pays même là, hein, si vous considérez ça comme étant des ressources, si vous considérez ça en fait comme étant la base de l'économie là, c'est que vous avez échoué. Quand on parle d'économie locale là, on parle de l'ensemble de la valeur ajoutée qui a été créée par les activités qui se font au sein du pays même. Donc, Il n'y a autrement pas, dit, oui, je comprends. pas question de dette. Je vous explique quelque chose. Monsieur Lebon, donc, est-ce qu'on peut comprendre par là que le gouvernement béninois, pour compenser ce manque à gagner là, a créé de nouvelles tasses, c'est ça? Je ne dirais pas de nouvelles tasses. Moi, ce que je veux savoir, où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour compenser ce manque à gagner? Si vous avez l'information. En fait, quand vous dites manque à gagner, je vous dirais que ce n'est pas un manque à gagner. Parce que vous savez, la crise au début a eu un impact, d'accord, dans un petit laps de temps même, je dirais, sur l'économie béninoise. Mais dans le même temps, d'accord, rappelez-vous également que l'industrie de Glo Djibé venait également à peine, d'accord, de démarrer ses activités. Et la stratégie a été très claire. La stratégie a été nette. Qu'est-ce qui quittait le Bénin et allait au Niger? Quelle était en fait la relation entre les deux en fait? Qu'est-ce qu'il y a le plus eu de problèmes quand les frontières se sont fermées? Mais réfléchissez un peu, d'accord, sur ces genre de choses là aussi. Donc c'est Glo Djibé qui est venu compenser le manque à gagner, c'est ça que vous voulez nous faire comprendre? Glo Djibé aujourd'hui est la boussole même de l'économie béninoise. Je vais vous dire, Glo Djibé aujourd'hui, là où on parle là, nous contribue à 0 franc à l'économie béninoise. Pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas en fait, c'est l'État béninois qui continue de subventionner encore Glo Djibé. Pourtant, d'accord, oui, j'arrive. Oui. Pourtant là, d'accord, l'industrie, d'accord, la zone industrielle de Glo Djibé, d'accord, a été classée l'une des meilleures zones industrielles en Afrique, en Afrique. Pourtant, en fait, à un moment donné là, d'accord, j'aime bien suivre vos raisonnements, j'aime bien suivre ce que vous dites, mais il est en fait dit des mensonges là, hein. En fait, c'est très grave. Non, mais vous êtes sur un panel sérieux, hein. Dites ce qui est le mensonge que vous avez entendu ici. Donc, faut pas faire des affirmations ou bien des slogans ici. Si vous dites quelque chose, il faut être capable d'appuyer ce que vous êtes en train de dire. Quel est le mensonge que vous avez entendu ici? Non, mais en fait, quand j'entends dire que c'est pas la dette que nous avons compensé juste la fermeture, l'ensemble des dettes. Non, mais en fait, c'est pas possible. Monsieur Lebon, oui. Il faut prenez le budget de votre pays, allez lire le budget pour aller chercher le manque à gagner. Est-ce que vous savez la part du Niger, en tout cas des relations de Niger à l'économie avant? Et qu'est-ce qui a été fait après? Rien n'a été créé de nouveau. Donc tout ce qu'ils ont fait, ils ont multiplié les dettes. C'est tout ce qu'ils ont fait depuis 2023. Il n'y a rien de nouveau. Vous parlez de Glo Djibé. Glo Djibé, c'est l'État qui continue de subventionner Glo Djibé. Glo Djibé n'apporte rien, 0 franc dans la caisse de l'État au moment où nous on parle aujourd'hui. Donc, on ne peut pas aller sur ce terrain-là. Vous êtes quand même ici. Les gens qui sont aussi informés par rapport à la situation du pays. Et vous parlez plutôt d'idéaux, parce qu'on n'est pas contre, mais le gouvernement qui est là n'a aucun idéal. Tout ce qu'ils ont, ça se résume à la corruption, à la violence. Talon a fonctionné avec quel idéal? Monsieur Biafrika, je vais vous poser une question. D'accord, je vais vous poser une question. Oui. Donc, selon vous, l'État béninois emprunte de l'argent pour financer l'économie du Bénin, c'est ça? Ben, quand on a emprunté entre 7 000 à 9 000 milliards en 10 ans, là, c'est pour faire quoi? C'est les chiffres officiels. C'est pas qu'on invente ces chiffres-là. Le Bénin s'est endetté en 10 ans près de 9 000 milliards de dettes. C'est pour faire quoi? Donc cela veut dire qu'on n'a pas une économie. On ne crée rien à l'interne. Donc tout ce qu'ils ont fait là, c'est sur l'endettement. Donc où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour le faire? Mais je ne suis pas là beaucoup plus pour discuter avec vous. Mais c'est pour poser les questions, pour gérer le panel. Donc on va permettre à quelqu'un... Je ne sais pas si vous avez terminé, sinon je vais donner la parole à quelqu'un. Je vais terminer en disant aux soi-disant poutistes en fait que le Bénin est libre. D'accord, le Bénin, l'État béninois est libre de choisir avec qui il fera affaire. Et que, quel que soit ce qu'il dira là, il va en souffrir, mais il ne pourra absolument rien faire en fait. Il a choisi de faire affaire avec les Russes.
Le Bénin également fait affaire avec les Russes et également choisi de faire affaire avec les Français. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème en fait. Et s'il continue comme ça là, il va toujours continuer à demander les 100 francs chez chez les élèves là pour pouvoir booster son économie. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lebon. Monsieur Yaweno, je pense, hein, c'est le suivant qui prend la parole. Attends, je vais voir. Yaweno. Monsieur Yaweno, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois bien. Ok, allez-y, on vous écoute. Oh, bon, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Biafrica. Bonsoir à tout le panel. Et j'étais sur 3 panels là. Hein. Ouais. J'ai écouté monsieur Kovi parler. Après, c'est Oba. J'étais encore sur le panel de Oba. J'ai aussi écouté la sœur Georgia aussi parler. Bon, chacun dit ce qu'il pense. Moi, je vais donner mon avis. D'abord, je vais mettre mon premier point ira à l'endroit de monsieur Tiani. C'est vrai qu'actuellement, la tension entre nos deux gouvernements n'est pas du tout bonne. Parce que moi, je ne dirais pas entre les deux peuples. Parce qu'entre nous, les peuples, il n'y a pas de problème ici. Mais entre ceux qui nous dirigent, la tension n'est pas agréable. Moi, je vais les demander de se calmer et que chacun d'eux mettre leurs égos de côté et de s'asseoir autour d'une table et trouver une solution. Nous sommes appelés à vivre ensemble le Bénin et le Niger. Nous sommes deux peuples, nous sommes deux pays côtiers, donc nous n'avons le choix que de coopérer ensemble, que de vivre ensemble. Le Niger a besoin du Bénin et le Bénin a besoin du Niger. Ça veut dire que nous sommes dans l'interdépendance des États. Moi, je veux que les deux gouvernements s'assoient autour d'une table et chercher une solution. Maintenant, il y a aussi un point que moi, je veux dire en toute franchise à M. Tiani. Mais si la coopération entre le Bénin et la France ne vous plaît pas, nous aussi, en tant que jeunes béninois, ça ne nous plaise pas. Ça ne nous plaise pas. Et puis, vous avez déjà eu à dénoncer des faits ici. Nous vous avons soutenu. Comme vous avez déjà dénoncé, laissez-nous maintenant, nous, en tant que le peuple béninois, régler ça avec nos gouvernants. Parce que je constate que ce que vous êtes en train de faire, vous voulez nous imposer nos partenaires. Et comme ça, c'est comme si nous quittons la main de la France pour la main du Niger. De la même manière que le Niger est un État souverain et prend ses décisions sans l'avis de qui que ce soit, c'est de cette même manière que le Bénin aussi est un État indépendant souverain qui prend ses décisions souveraines, qui peut coopérer avec qui il veut. Même si parmi les partenaires, il y en a d'entre eux qui ne nous plaisent pas. Avec ce régime, nous allons essayer de le faire, mais nous espérons dans l'avenir que cela va changer. Donc, que le président nigérien ne cherche pas à nous imposer, à nous imposer sa vision. Sur ce côté, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que le Bénin ne peut pas dire aux Nigériens de chasser les Russes ou je ne sais pas, les Chinois, les Turcs, non impossible. Nous sommes des États souverains, chacun de son côté. Donc, qu'ils oublient leurs égos et qu'ils s'assoient autour d'une table, moi je vois que ça fera beaucoup l'affaire entre nos deux peuples. Maintenant, j'ai aussi quelque chose, peut-être si ma voix porte, c'est pour M. Kovi. M. Kovi a parlé tout à l'heure, voilà comment, c'est des conseils, mais dans ces conseils, je sens aussi un peu de menace dedans. Et j'ai posé cette question à M. Kovi dans les commentaires, il n'a pas pu me donner une réponse. Je lui ai demandé pourquoi le régime actuel enferme toujours les voix discordantes. Parce que tout le monde n'est pas obligé à être dans la même vision que le régime en place. Impossible.
Mais pourquoi, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, la personne dit quelque chose, vous, votre seule solution que vous avez, c'est enfermer la personne. Et maintenant, ils ont encore des clébés sur les panels, sur les réseaux sociaux qui ne font rien. Et durant toute la journée, ils sont sur. Moi, je vois des hommes qui font des panels 24 sur 24. Je me demande comment vous faites pour nourrir votre petite famille. Moi, je me pose juste cette question. Ils sont là à menacer des gens. Quand tu abordes un sujet et puis ils ne sont pas d'accord, ils vont commencer par te poser la question, est-ce que tu as les preuves? Et quand tu vas te faire arrêter, est-ce que tu as les preuves pour te justifier? Mais ça, c'est des menaces voilées. Ça veut dire qu'ils sont au service de quelqu'un. Donc que les gens arrêtent de menacer leurs confrères. De la même manière que nous allons dire ce que le président Talon a fait de bon. C'est de cette même manière, en tant que patriote et en tant que fils du Bénin, nous allons encore dénoncer ce que notre président fait qui ne nous arrange pas. Et moi, je pense que dans un État dit démocratique, c'est comme ça soit d'être. Donc, qu'ils arrêtent de menacer les gens. M. Corvi est venu a ouvert son panel tout à l'heure. Il a parlé, il a donné des conseils beaux, mais il a aussi des menaces voilées. Parce que comment on peut dire que l'ambassade du Bénin va écrire à l'ambassade de l'Amérique et leur demander de les rapatrier, Georges Yabé, je ne sais pas trop. Ça, c'est des menaces. Ça veut dire que les gens on n'a plus le droit de parler, c'est pas sérieux. Il a vraiment dit ça? Ah oui. Je pensais qu'il avait perdu de la tête, mais c'est pire que ça. Non, il faut qu'il soit interné. S'il a dit vraiment là, il faut qu'il soit interné. Moi, je savais qu'il avait perdu la tête, mais son problème est pire que ça. Il a dit ça. Moi, j'étais sur le panel et il a dit ça. Moi, j'ai pas fait le capture parce que je ne suis pas un homme copato, donc je n'ai pas fait la capture, mais je l'ai écouté. Et c'est pourquoi je lui ai posé la question, mais pourquoi vous faites ça? Donc, je veux que ça soit opposant ou bien mouvancier, je veux que tout le monde se calme. Parce qu'après tout, c'est le rôle patriotisme, c'est l'action patriotique que nous faisons. La lutte que cette adversité féroce que le président Yaya envers le président Talon, c'est pour le bien du Bénin. Et tout ce que le président Talon veut, pour sa vision qu'il veut imposer, c'est pour l'intérêt du peuple béninois. Donc, après tout, c'est le Bénin qui prime. C'est le Bénin qui est au-dessus de nous tous. C'est le bien du Bénin que nous voulons. Alors, si nous voulons le bien de notre pays, il y aura toujours des voix contradictoires. Et c'est dans la contradiction qu'il y a l'évolution, qu'il y a l'émergence. Mais que les clubs arrêtent de menacer les gens sur les panels. Ils ne font plus peur à quelqu'un. Nous savons que leur recours, leur arme nucléaire, c'est mitrailleté. Donc, un peu mitrailleté. Heureusement, ce n'est pas la mort. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je ne suis pas du genre à trop parler. Je dis bref et puis je fais mon micro. Donc, Corvi qui a été apatride, à qui on a fait de lui un apatride devant nos yeux là, et les gens l'ont défendu. C'est lui qui veut rapatrier des Béninois de force au Bénin. Il ne manque pas du mot. Ok, Monsieur Tim a dit qu'il est prêt. Monsieur Tim, vous pouvez prendre la parole. Ok, bonsoir Biafrica, bonsoir le panel. Je salue tout le monde. Le sujet du jour entre le Niger et le Bénin. Moi, ma position, c'est clair d'abord. Moi, je ne supporte pas les putschistes. Ça, c'est clair. Quel qu'en soit le problème d'un pays, moi, je ne supporte pas les putschistes. Ça, c'est deux. Maintenant, le problème entre le Bénin, qu'est-ce qui a aggravé ça? Et le Niger. Patrice Talon, dès le début du problème, du coup d'État, il est allé très fort. C'est-à-dire, il s'est mis devant comme le chef de l'équipe de la CEDEAO. Alors qu'un pays frontalier, tu ne dois pas le faire. Tu devais laisser le choix à un autre pays pour le faire. Soit le Nigeria aussi était prudent, soit ou bien la Côte d'Ivoire. Mais lui, il s'est mis devant
on doit régler le problème par la force, par A ou B. C'est ça qui entraîne tout le problème qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le problème qui est là, ce n'est pas aujourd'hui. C'est dès le début de la crise au Niger. Donc c'est ça qui est là jusqu'aujourd'hui, on est en train de gérer jusqu'aujourd'hui. Parce que tu ne dois pas te... Pays frontalier, il faut faire très attention. Il faut voir quand le Mali avait fait le coup d'État ici. Le Sénégal est resté très prudent. La Mauritanie, les pays frontaliers, ils ont été très prudents. Ils ont laissé d'autres pays faire, malgré que ça a envoyé leur bruit entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est ça que vous êtes informé de ça. Mais un pays frontalier, tu dois aller de manière diplomatique. Maintenant, laisser la place à la diplomatie un peu avant d'aller très fort. C'est lui qui était là, bon, comme les menaces qu'il fait au Bénin, il croit que ça peut marcher. Le Niger est un pays souverain. Le Bénin aussi est un pays souverain. Le Niger est libre de faire ce qu'il veut. Malgré qu'on ne supporte pas le coup d'État, le Niger est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, concernant les soldats français qui sont venus au Bénin, et puis Tiani, il a fait une sortie, tout ça là. Moi, ça, je ne le supporte pas. Je ne supporte pas le Niger dans ça là. Parce que le Bénin ne veut pas dicter ce que le Niger doit faire. Le Niger, il a fait venir les Wagner, les Russes. Personne ne l'a dit, non, pourquoi tu as fait venir les Russes? Tu es libre chaque pays est libre de choisir son partenaire. Et puis, aucun pays dans le monde ne peut vivre dans l'autarcie, replié sur elle-même. Ça, il n'y en a pas. Maintenant, c'est au Niger, avec le Bénin, le gouvernement nigérien et le gouvernement béninois, qui doit chercher une voie de sortie. Et puis, ils ont pris les deux peuples en otage, selon moi. Parce que cette guerre-là, entre les deux gouvernements, parce que moi, je dis que c'est entre les deux gouvernements, ça n'apportera rien. Ça ne fait que perdre aux deux peuples. Le Bénin, comme le Niger, le Bénin a besoin du Niger, comme le Niger aussi a besoin du Bénin. Oui, donc c'est un peu ça. Moi, je ne veux pas politiser tout. Malgré qu'il y a les choses qui se font au Bénin qui ne me plaisent pas, je ne supporte pas ce gouvernement, mais ce côté-là, moi, je ne suis pas d'accord avec le Niger. Surtout avec un président qui est venu par coup d'État. Il y a le Burkina qui a fait le coup d'État, mais il ne fait pas trop ces bruits-là avec le Bénin, non? C'est un putschiste qui est au Niger. Ibrahim Traoré, c'est un putschiste. Au Mali, c'est un putschiste. Mais toi, le Niger, tu te mets devant le bruit. Moi, on ne doit pas amener, on ne doit pas copier avec les Français, on ne doit pas copier avec temps, on ne doit pas copier avec temps. Mais non. Voilà. Moi, je me focalise sur la politique de mon pays. C'est ça qui m'intéresse. Mais le Niger, avec le Bénin, là, les deux gouvernements, ils n'ont qu'à régler ça entre eux. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Parce que, en temps, il y avait les émissaires aussi qui étaient partis. Yahya Boni faisait partie. Bon, je ne sais pas, ils n'ont pas pu régler le problème. Tiani aussi, je crois qu'il en fait trop. Parce que Talon a fait des sorties après avoir reconnu ses erreurs. Il a fait des sorties, il a dit le Niger n'a qu'à proposer quelque chose à la CEDEAO. Maintenant, ils vont voir comment on peut les accompagner. C'est de ça, ils sont partis dans l'AES, ils devaient sortir de la CEDEAO, tout ça là. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Vous devez, normalement, quand vous faites un coup d'État comme ça, vous devez donner une feuille de route. Vous appartenez à une communauté. Vous donnez une feuille de route. Ça, c'est notre pays. On est souverain. C'est comme ça on veut faire. C'est comme ça on veut aller. C'est dans ce sens-là on veut aller. Et puis les gens vont voir si votre demande est recevable. Comment il faut vous accompagner. Et puis, tout ça là. Dans deux pays voisins, il faut faire très, très attention. C'est ce que moi j'ai à dire sur ce point-là. Ok. Maintenant, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas si on peut aborder un autre sujet ou bien on arrête. Non, on va revenir. On va permettre à tout le monde de prendre la parole d'abord. Et puis après, on peut revenir sur les autres sujets. Ok, merci beaucoup, monsieur Tim. Oui, CFA Solutions, est-ce que vous m'entendez? Oui, CFA, oui. Allez-y pour votre temps de parole. Oui, bonsoir, Biafrica. Bonsoir, oui. Bon, moi, j'ai pris votre panel en cours de route, mais j'ai écouté ce contenu. Je souhaiterais vous poser certaines questions. Est-ce que c'est possible? On ne vous entend pas bien. J'ai dit,
y a quelqu'un, il y a un micro qui est ouvert là, c'est ça qui fait du bruit. Ok. Allô? Vous m'écoutez maintenant? Vous m'écoutez maintenant? Oui, allez-y, on vous écoute. Moi, ça fait du bruit comme ça. Oui, bon, je souhaiterais vous poser certaines questions parce que je vous ai entendu dire certaines choses et moi, ça m'a beaucoup étonné et je voulais mieux comprendre. Oui, allez-y, posez vos questions, il n'y a pas de souci, allez-y. Tout à l'heure, vous avez dit que le président Patrice Talon est dans l'inégalité et tout ce qu'il fait, ça n'engage que lui. Je voulais savoir, est-ce que, comment on appelle, le Bénin n'a pas une cour constitutionnelle qui déclare le président de la République élu? Et je pense dans notre constitution, quand la cour constitutionnelle déclare un président de la République, quelqu'un élu président de la République, c'est sans, c'est-à-dire après la dernière décision, après les résultats provisoires, il y a un résultat définitif. On peut commenter les décisions de la Cour constitutionnelle, mais on ne peut pas annuler les décisions de la Cour constitutionnelle. Et le président Patrice Talon, je pense qu'il a été déclaré élu président de la République. Bon, je ne sais pas sur quelle base vous dites qu'il est dans l'inégalité et tout ce qu'il fait, ça l'engage. Moi, je veux comprendre parce que je ne suis pas juriste et je ne sais pas si vous êtes juriste, si vous pouvez nous expliquer ça. Ça, c'est la première question. Allez-y, posez toutes vos questions en même temps, comme ça, on va faire circuler plus facilement. Là, ma deuxième préoccupation, je voulais aussi savoir qu'est-ce que le débat concernant comment Patrice Talon est au pouvoir et comment les Pouchis sont au pouvoir. Quelle est la valeur ajoutée de ce débat-là dans l'économie béninoise? Qu'est-ce que ça apporte au peuple béninois? Et qu'est-ce que ça change, c'est-à-dire dans le quotidien des Béninois? Parce qu'aujourd'hui, je voulais savoir, parce que moi je pense que nous devons organiser aujourd'hui des débats pour discuter des questions du Bénin. Donc ça, c'est ma deuxième préoccupation. Donc voilà mes deux questions que moi je voulais vous poser. C'est ça qui m'a fait monter. Ok, donc merci beaucoup. Si on veut, même pour votre première préoccupation, on peut même remonter plus loin. Déjà, dès 2019, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a dit que toutes les institutions issues du Parlement du sang de 2019 sont illégitimes. Cela veut dire que la Sénat, la Cour constitutionnelle, toutes les institutions qui ont été mises en place après 2019, là, toutes ces institutions sont illégitimes. Donc, à partir de là, on ne reconnaît plus tout ce qui a été fait depuis 2019. On doit balayer ça du revers de la main. Deuxième chose, Patrice Talon a été élu pour 5 ans. Il y a un micro qui est ouvert. Deuxième chose, Patrice Talon a été élu pour 5 ans. Il a fait 5 ans, 45 jours. À partir de ce moment aussi, il tombe dans l'illégalité. Et donc, après le 6 avril 2021, il était dans l'illégalité. Donc, l'élection qu'il a organisée, c'est une élection aussi qui est illégitime. Donc, à partir de là, il n'y a rien. Maintenant, si on regarde même après les conditions d'organisation des élections, si on met tout ça là dans la balance, où il a capturé ses principaux adversaires, il les a jetés en prison, il a pris les armes, il a tué les gens à travers le pays. Donc, il n'y a rien qui ressemble à des élections. C'est pas seulement le fait de tenir un vote qui fait de toi un président élu. Il y a les conditions d'organisation des élections. Il y a la participation. Il y a la possibilité aussi pour tes concurrents. C'est pas des concurrents fabriqués comme les Irena Gossa qui ne peut pas rassembler 5 personnes derrière eux. C'est pas ces concurrents-là. Donc, sur toute la nuit, il n'y a rien à retenir de l'élection
de Patrice Talon. Il a pris les armes pour prendre le pouvoir en 2021. Il était dans l'illégalité quand il a organisé l'élection aussi. C'est pour ça, moi, il dit qu'il est illégitime et tout ce qu'il a fait depuis 2021, ça n'engage que lui. Donc, si le pouvoir change demain, on peut le prendre pour dire quelle est la légitimité de son pouvoir depuis 2021. Il n'en a pas. Il n'en a pas du tout. Donc, ben, c'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Maintenant, vous avez posé une deuxième question. Et si vous étiez là au début... Oui, attendez. Je vous ai laissé parler. Je ne vous ai pas interrompu. C'est comme ça fonctionne ici. Juste un instant. Monsieur, s'il n'y a pas de solution. Deuxième élément, vous avez parlé de la valeur ajoutée du débat sur la situation entre le Bénin et le Niger. Ça, c'est facile à comprendre. C'est parce que les gens qui sont au pouvoir ne pensent pas à notre peuple. Sinon, c'est une question d'intérêt national. Parce que la coopération entre le Bénin et le Niger, ça ne profite pas seulement. On a des retombées directes peut-être pour l'économie béninoise, mais on a des Béninois qui vivent des affaires qu'ils font entre ces deux pays-là. Regardez tous ceux qui sont sur l'As, Cotonou, Boycon, Parakou, Mananville. Tous ceux-là sont devenus quoi? Les camionneurs, ils sont devenus quoi? Et comment vous pouvez venir ici, sur ce panel, dire quelle est la valeur ajoutée de ce débat? C'est parce qu'on ne pense pas à ces choses-là. On ne tient pas des statistiques sur nous pour savoir les décisions qu'on prend, quel est l'impact de ces décisions-là sur les citoyens à la base. Si on avait évalué ça, cette crise-là, peut-être on aurait trouvé une solution depuis. Au lieu de faire face à la crise, de trouver des solutions, d'aller de l'avant, on a préféré d'aller s'endetter pour régler les problèmes, pour contourner. On a juste balayé le problème vers la gauche. On est allé sur le marché d'endettement pour avancer. Donc c'est ça. Donc vous ne pouvez pas dire que la crise n'a pas d'impact sur les Béninois. Ça a vraiment d'impact négatif, aussi bien sur l'économie dans sa globalité, mais aussi sur les citoyens, monsieur, madame, tout le monde, les gens qui vivaient les relations entre le Bénin et le Niger. C'est ça que je voulais vous dire de façon ramassée, donc par rapport à votre deux préoccupations. Je peux. Oui, rapidement, parce que je vais donner la parole aux autres, parce que je ne suis pas là pour répondre à un principe. Allez-y rapidement. Oui, moi je voulais que vous nous donniez, comment on appelle, la décision de la Cour africaine qui annule toutes les institutions mises en place après les élections de 2019. Ah, donc si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous ne suivez pas l'actualité. C'est partout. Écrivez sur Internet. Vous allez trouver, ça ne prend pas 5 secondes, vous allez trouver la décision. D'accord? En principe, c'est pour ça que les gens ont accusé dans une certaine mesure ceux qui ont accepté d'aller aux élections en 2000, comme le professeur Joël Aïvo, qui comprend très bien ces choses-là. En principe, à partir de cette décision-là... Il faut donner comment on appelle, les tests de la Cour là, qui annulent. Je sais que vous dites mais j'ai dit que c'est en ligne, monsieur. C'est en ligne, écrivez ça. Non, c'est facile de dire que c'est en ligne. Ou soit vous nous montrez ça, tapez vous-même, vous allez nous montrer. Restez avec nous, je peux vous montrer ça, restez avec nous, d'accord? Avant qu'on ne finisse le live, je peux vous montrer ça, mais si vous avez Internet chez vous, écrivez ça rapidement, et puis vous allez trouver, ça ne va pas vous prendre 5 secondes. Ok, on va permettre à quelqu'un d'autre de prendre la parole. Blackgate. Monsieur Blackgate, vous pouvez prendre la parole. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur Black. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Diossou. Bonsoir, le panel. Bonsoir, tout le monde. Déjà, je voudrais vous remercier pour le travail que vous faites. Je pense que c'est un travail de longue haleine et des fois, c'est vraiment pénible lorsque vous vous rendez compte qu'on passe tout le temps à dire la même chose et que des personnes montent sur le panel et ces personnes font comme si le Bénin a commencé avant-hier et qui ne sont au courant de rien du tout. Des fois, ça choque lorsque j'écoute les analyses de certains compatriotes sur des sujets assez clairs. Et avant d'aborder le sujet, lorsque j'ai écouté quelques intervenants qui parlaient de la situation entre le Bénin et le Niger, mais je me dis, mais c'est quand même dommage que après tout ce que nous avons eu comme épisode, tout ce qui est arrivé, tout ce que nous avons eu comme information, que des gens portent crédit encore au dictateur que nous avons ici. Mais le dictateur que nous avons ici pendant longtemps n'a fait que mentir. En fait, il a cultivé le mensonge jusqu'au sommet de l'État. Le mensonge a été cultivé, nourri.
Et ce n'est un secret pour personne. Vous l'avez connu, vous l'avez écouté plusieurs fois, fait des déclarations, revenu sur ces déclarations, cultiver le mensonge au plus haut sommet de l'État. C'est pas bien pour l'éducation de nos enfants. J'écoute quelqu'un qui dit vous allez en souffrir, vous pouvez rien faire. Je me dis mais lorsque une personne, à cause de sa moralité, fait cette déclaration, il vous revient à vous de dire non, nous n'allons pas porter ce genre de formation à l'endroit de nos enfants. Mais vous venez colporter ça, vous allez en souffrir, vous n'avez rien fait, mais ça me fait mal. Je me dis mais ça va où le Bénin devient, en fait, le Béninois devient quoi en termes d'analyse? Moi, je trouve que c'est ahurissant. Vous écoutez le général Tchiani qui parle, écoutez, même si vous avez des personnes âgées de votre famille qui ont l'habitude de vous donner des conseils, vous pouvez de façon basique regarder le monsieur, l'écouter, regarder la situation de ce pays et vous demander, mais pour quelle raison il viendra mentir? En plus, il a toujours donné des informations assez précises. Donc, soit nous comprenons que vous avez peut-être peur de votre dictateur ici et vous jouez un rôle. Si vous êtes dans un jeu, mais gardez votre micro fermé, vous n'êtes pas obligé de parler. Nous, on viendra, moi je ne viendrai plus sur un panel pour faire des démonstrations. Ça n'a pas de sens. Mais là où le problème, là où il y a le vrai problème, monsieur Djosso, je vais vous le dire, et c'est là que les Béninois ne comprennent pas. Et ça va me permettre d'aborder justement le sujet que vous avez mis sur l'écran. Les Béninois ne comprennent pas, ils sont, je ne dirais pas que tous les Béninois, parce que je connais des Béninois assez brillants. C'est-à-dire que dans l'analyse, on ne se rend pas compte que lorsque le dictateur met un pignon en place, en fait, ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous détruire, vous. C'est ça le problème. Vous êtes en train de parler de Tchiani, des choses aujourd'hui, mais la cible, ce n'est pas cela. La France essaie de pouvoir assurer ses ressources avec le Niger, mais vous, le Bénin, le problème que vous avez, c'est toute une politique est mise en place pour vous empêcher de respirer. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Tout ce qui se passe autour de vous, tout ce que vous voyez comme stratagème, de l'armée qui vient, telle chose qui vient, non, le problème, ce n'est pas les autres. Et c'est toujours ça. Vous avez toujours cru que le problème, c'est les autres. Et vous avez voulu, quand je prends Kémy Séba qui essaie de venir, on a essayé de le sanctionner en pensant que non, c'est lui. Finalement, ceux qui disaient que c'est lui le problème, etc., n'arrivent même plus à aller aux élections. Et vous vous rendez compte que le couteau que vous pensez envoyer aux autres, ça revient vers vous. Comme un adage africain le dit, lorsque vous tendez une main à d'autres personnes, les 5 doigts sont retournés vers vous. Chaque politique qui est mise en place, chaque chose qui est mise en place n'a qu'un seul but, c'est de vous empêcher de vivre en réalité. C'est vous le problème. C'est-à-dire la finalité, c'est vous détruire, c'est vous empêcher d'être. Regardez, je vous donne un exemple factuel. Et vous allez peut-être prendre du recul et aller analyser. Allez à Ouida aujourd'hui et observez très bien. Regardez l'architecture qui est mise en place. Le narratif primaire qui est donné, c'est que nous allons faire le tourisme. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Le dictateur ne viendra jamais en vous disant que non, nous allons faire une chose de mauvaise. Non. On met en place un narratif primaire. Et derrière ce narratif, on restaure le bateau négrier. Et écoutez bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met en place le confort nécessaire, non pas pour vous, les Béninois, mais pour permettre à la même oligarchie de venir s'installer et de remettre en place la même atmosphère que nous avons connue au temps. Vous vous rendez pas compte que c'est le temps colonial qui est en train de s'installer parfaitement. On prend un avion pour aller chercher un individu, vous pensez que c'est la seule personne qui est concernée, mais non. Le problème, c'est pas lui, c'est pas Kane Kanchou, c'est pas non. Le problème, c'est la séquestration de tout le Bénin qui est en cours. Et vous vous rendez pas compte. J'ai toujours dit le problème, le plus grand problème avec les soutiens du dictateur, ils ont deux problèmes, ils ont toujours deux choses en commun. La première des choses, c'est qu'ils ont une méconnaissance notoire de l'histoire. La deuxième des choses qu'ils ne comprennent pas, en fait, c'est que leur regard est toujours tourné vers leur nombril. Bon, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et soit le problème, c'est les autres. Mais c'est vous qui êtes embrigadés. Lorsqu'ils sont en train de lutter contre le Niger aujourd'hui, c'est pour empêcher toute énergie, toute force capable d'aller chercher des ressources plus tard pour s'en sortir, de ne pas s'en sortir. Vous allez faire comment? C'est-à-dire qu'en fait, il y a la bassesse d'esprit. Vous êtes toujours dans le comment vous appelez ça? Dans le moi, quitte à ce que vous détruisez même votre progéniture, vous vous rendez pas compte. C'est dangereux ce qui se passe.
Les terrains de golf qui sont là sont pour cette oligarchie, cette puissance. Et qu'est-ce qui va se passer? On met en place une prison qui est là, qui a toujours été là, mais qui est plus renforcée qu'avant. Et c'est le même système. C'est le même système. Le même système qui a existé au temps colonial. Le même système qui a fait les deux choses, les deux que vous avez connus. C'est le même système qui est mis en place. Donc, ce qui se passe, le débarquement des troupes françaises, c'est un programme. Et le programme n'a qu'un seul but. C'est que vous êtes tellement assiégés, vous êtes retournés au temps de l'esclavage. Mais regardez la scène politique au Bénin aujourd'hui. Vous vous dites quoi? La plupart d'entre vous, vous dites on vous enferme. Vous trouvez que c'est normal? Ou bien vous avez tellement été habitué à ça que vous estimez que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est une prison à ciel ouvert qui est là. Et cela est fait avec méthodologie, avec tout le même système. On met quelqu'un devant qui est un noir comme vous, qui s'occupe de faire la chose pour mater ses frères. C'est le même système. Donc si on vous donne même 1 milliard, 2 milliards, c'est-à-dire que les mêmes personnes qui ont trahi dans le passé, nos pères, nos parents, c'est les mêmes personnes qui sont encore là sous une autre forme. Donc si vous n'arrivez pas à regarder, à voir ce que j'appelle une vision panoramique de la chose, vous allez toujours rester là à faire des guinguins. Oui, moi, je dis, mais c'est comment est-ce qu'on peut enseigner l'histoire, M. Judiassou? Il faut que les gens puissent comprendre l'histoire et se rendre compte que ce qui se passe, c'est pas contre les autres. C'est vous qui êtes enfermés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Blackgate. Pour parler un peu, pour paraphraser, j'allais dire, souvent, on va dire au bon vieux temps, quand les Blancs étaient encore là, ils pouvaient nous frapper et on va se cacher dans la chambre pour pleurer. Aujourd'hui, ceux qui nous frappent, c'est plus des Blancs, c'est des gens comme nous, c'est des Noirs comme nous. Maintenant, où est-ce qu'on va se cacher pour ruminer un peu notre souffrance? On n'en a plus parce qu'ils sont dans la chambre avec nous. Ils sont dans ceux qui nous torturent, ceux qui nous capturent, ils sont dans la chambre à coucher. Donc c'est ça la réalité d'aujourd'hui, malheureusement. On n'a nulle part où on peut se cacher pour ruminer notre souffrance. Monsieur Vidianlaï, est-ce que vous êtes là? Il y a M. Biafrika. Oui, bonsoir, Bonsoir. Et je salue tout le monde sur le panel. J'espère que mes rêves bifont d'agoué. Biafrika, le sujet, c'est le débarquement des troupes françaises. Que prépare Talon? Bon. Monsieur Diossou, Yassou, Ndondo Béninois de tout commentaire mêlé. Monsieur Biafrika, Yassou, Aouyon, Hodé, tout est ici. Ce n'est pas